Le match dans le match reçoit ce soir un homme qui a vécu un tournoi fabuleux la semaine dernière au Rolex Monte Carlo Masters. Vainqueur du double, il est devenu le premier joueur monégasque à inscrire son nom au palmarès du tournoi. Romain Arneaudo est avec nous ce soir. Bonsoir Romain. Salut. Comment ça va? Bah plutôt bien. Plutôt bien. Je suppose. Romain, on va d'abord revenir sur la genèse de votre association avec Manuel Guinard. Vous jouez régulièrement ensemble depuis le début de la saison. Votre premier tournoi ensemble, c'était il y a 4 ans sur un Challenger. Comment elle est née, votre père? C'est vrai, j'avais oublié ça. Bah, elle est née un petit peu en Australie cette année, en janvier. Là, on s'est un peu entraîné ensemble. On a passé un peu de temps ensemble, mais il n'y avait rien de très concret. Et finalement, on s'est organisé pour, après l'Open d'Australie, faire le tournoi de Quimper, le Challenger. On a fait une finale, donc ça se plaçait plutôt bien. Et après, on s'est dit pourquoi pas continuer un peu. Et en fait, voilà, il n'y a pas eu des grandes discussions de base, mais après, je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire Monte Carlo ensemble. Donc, lui, il était évidemment ravi. Et puis après, on a organisé le tournoi de la semaine dernière ensemble aussi, pour avoir des repères. On a fait Marrakech. Déjà, on avait fait la demi à Marrakech la semaine dernière, donc c'était pas si mal. Et, et voilà, après, voilà, on n'avait enfin, on n'avait pas l'attente de gagner le tournoi, mais en tout cas, voilà, je suis très content de mon choix au final parce que il a vraiment bien joué, Manu, et évidemment, on a gagné à deux, donc je lui dois au moins la moitié de ce travail. Bien sûr. Vous le disiez, vous arrivez d'une demi-finale à Marrakech. Quand vous arrivez au Country Club pour débuter ce tournoi, vous êtes dans quelle disposition avec Manu? On n'a pas beaucoup de repères au final. On a juste cette petite demi-finale à Marrakech, mais c'était des conditions assez particulières, les cours assez glissants. C'était au même endroit où on avait joué la Coupe Davis l'année dernière. Et voilà, après on est voilà des joueurs souvent qui jouent en challenger. On joue pas les meilleurs tout le temps, mais aussi pour ça qu'on a peut-être fait notre trou parce qu'ils nous connaissent un peu moins et ils ont peut-être un peu moins étudié notre jeu. Et en tout cas, il y a eu de suite l'alchimie qui s'est passée. Dès le premier set du premier match, je sentais que Manu jouait très bien et sur des cours parfaits comme au country, je sais que Manu peut vraiment s'exprimer à fond et frapper fort du fond du court. Et, euh, et ouais, après, c'est vrai qu'il y a tout qui s'est enchaîné. Il y a eu une petite magie aussi qui a opéré parce que peut-être ça a joué, mais c'est vrai que le premier set du premier match, je me suis quand même fait une lésion à l'ischio On va en parler, ouais. sur une glissade et je pensais que dans ma tête c'était un peu à moitié fini. Je me dis allez, on va se bagarrer pour finir le match, mais déjà si je gagne ce match c'est un miracle, mais j'arrivais à peine à marcher et finalement l'ischio c'était pas si grave pour jouer au tennis. Je devais pas avoir de longues courses, donc ça allait. Ça vous a relâché finalement cette blessure? Bah, peut-être, ouais. Je pense que après voilà, inconsciemment aussi, dès qu'il y a un problème, quand on essaie d'être en contrôle de tout, il y a toujours une genre de pression supplémentaire. Et souvent, voilà, dès qu'on est un peu malade ou qu'on on a des problèmes personnels ou une petite blessure, ça fait qu'on se concentre sur autre chose. Et, euh, du coup, ça relâche un petit peu. Après, tant que la blessure est pas trop grosse, évidemment, Mhm. ça peut être positif. Mais voilà, là, c'était le bon juste milieu. Voilà, c'était à me relâcher aussi et en même temps, ça m'handicapait pas trop pour jouer. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment du tirage au sort? Vous affrontez donc au premier tour Marcel Granollers et Horacio Zeballos, qui sont tout simplement une des meilleures paires au monde. Bah, c'était délicat. On était dans l'avion quand on a récupéré le réseau en arrivant de Marrakech. On a vu le tirage au sort et j'ai dit, moi, j'ai pas du tout aimé notre tableau parce que je trouve que déjà il y a quatre équipes qui ont un bye et qui commencent au deuxième tour, les quatre premières têtes. Nous, on joue la cinquième tête de série, donc les premiers qui n'ont pas de bye, donc soi-disant les meilleurs, on va dire, et surtout qui étaient un peu blessés, mais qui ont été numéro un mondiaux toute l'année dernière. Donc c'était surtout sur terre battue, c'est des très bons joueurs. Et j'ai trouvé que c'était la pire équipe à jouer au premier tour. Et Manu, il m'a dit non, moi j'adore, on va les découper, peu importe qui on joue. Et en plus, au deuxième tour, on avait aussi une super équipe de simples à jouer. Donc vraiment, je trouvais que notre tableau était horrible. Finalement, voilà, on a commencé le match. Je les ai trouvés un tout petit peu moins forts que ce qu'ils pouvaient faire, Zeballos et Granollers. Donc on les a battus. Et après, tout s'est bien goupillé. Et voilà, il y a eu aussi, voilà, pour gagner le tournoi, il faut un enchaînement de bons scénarios. Et là, il y a tout qui s'est bien enchaîné. Ouais. Vous en sortez au super tie-break de ce premier tour. Quel sentiment prédomine? Parce que il y a, est-ce qu'il y a de l'inquiétude par rapport à l'ischio? C'est de la joie, du soulagement, hâte d'en découdre pour la suite?
Il y a pas mal de... déjà, il y a un petit soulagement toujours de gagner le premier tour à Monaco parce que pour moi, déjà, gagner un match, ça me relâche dans le sens où voilà, on a fait une petite partie du travail qui est de ne pas perdre au premier tour. C'est toujours le symbole du joueur de tennis, de perdre au premier tour, c'est toujours un peu compliqué. Surtout pour moi, juste gagner un match, ça fait déjà pas mal de points au final. Parce que moi qui suis habitué à jouer des challengers, 90 points, c'est ce qu'il y a pour le gagnant du premier tour. C'est souvent ce qu'il y a pour gagner le tournoi en challenger. Donc déjà, j'étais un petit peu relâché avec ça. Et en plus, avec ma blessure, voilà, Manu, il a célébré la victoire en traînant la patte sur le court, comme moi. C'est vrai qu'au premier tour, j'étais quand même pas en grande forme avec mon ischio, mais j'ai vraiment fait des super soins avec les kinés tous les jours et j'ai réussi à guérir en fait au fur et à mesure de la semaine. Le lendemain, vous devez affronter Marach et Draper. Finalement, après son simple, Jack Draper se retire. Vous avez été honnête quand vous l'avez appris. Vous nous aviez dit que vous étiez content, que c'était une bonne chose qu'il se retire. Oui, après voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la chance et tout ça, mais au final, je le prends vraiment volontiers parce que des fois voilà, il y a des signes aussi du destin où il faut que ça tourne en notre faveur et là, ça a vraiment tourné en notre faveur. Et non, voilà, comme je disais, c'est pour moi le tournoi de Monaco, c'est un peu le 100 mètres des Jeux Olympiques, quoi. Ça arrive une fois, il faut pas que je le rate. Au tennis, toutes les semaines, on a une occasion de jouer, mais on n'a pas l'occasion de jouer un Master 1000 parce que voilà, on n'a pas les invitations et les accès. Donc pour moi, c'est vraiment le tournant de ma saison et je sais que en arrivant ici, je suis 90e mondial. Si je perds au premier tour, je suis 100e et je sais que ça va être dur pendant le reste de l'année. Je vais être en challenger. Donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour revenir sur les tournois ATP. Et là, donc déjà, faire le quart de finale, je me suis dit, déjà là, je suis pas trop mal, je reviens 70e mondial et je vais pouvoir être plus ou moins en ATP. Après, voilà, tout ce qui s'est passé par la suite, c'était de l'ordre du irrationnel. On continue d'avancer le fil de ce tournoi. En quart de finale, vous affrontez Juan Bopana et Ben Shelton. La veille, Andrea Vavassori prend une balle de Ben Shelton. Je crois que vous avez discuté de ça avec Simone Bolelli, c'est ça, son partenaire? Le soir, je rentre dans la voiture pour rentrer à l'hôtel. Je rentre avec Vavassori qui avait joué contre voilà, Shelton. Et en plus, ils menaient 6-2, 4-1, les Italiens. Et voilà, c'est des très bons joueurs. Et au premier jeu, voilà, Shelton il a mis un coup droit en plein dans le buste et il lui a à moitié fissuré la côte. Et donc ça avait fait un peu polémique. Shelton il lui a dit oui, vous êtes tout soft, tout soft. C'était un peu rigolo, mais en tout cas le lendemain, voilà, il nous a pas fait mal avec son petit service et on l'a battu. Ce quart de finale, vous l'avez joué sur le cours des Princes. Il y avait beaucoup d'Américains ce jour-là, ce qui a parfois agacé Manuel Guinard. Vous l'avez vécu comment? Moi, je connais un petit peu plus le contexte de Monaco, mais c'est vrai que c'était vraiment particulier ce match parce qu'on joue sous Cour des Princes, mais l'accès n'était pas autorisé à tous les membres du club et tout ça qui nous soutiennent toute l'année. Et donc, en fait, il y avait beaucoup voilà, d'étrangers ou de gens qui avaient juste acheté leur ticket et ils n'étaient pas forcément là pour me soutenir moi ou ils sont là pour voir les stars. Et donc, Shelton est quand même une sacrée star et en plus, il fait un peu le show et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour lui et Manu, ça a un peu agacé. Et il s'est servi de ça dans une énergie positive justement. Il a retranscrit ça et il allait chercher du coup cette énergie des gens qui étaient contre lui. Et il a crié dans tous les sens comme il sait faire d'habitude. Et du coup, ça nous a vraiment servi parce qu'après, ça a vraiment créé une dynamique positive où quand on a perdu le second, on avait un peu la tête en bas et on les regardait un petit peu. Et voilà, il a inversé les choses pour que ce soit plus nous les patrons du cours et être un peu moins spectateurs. Vous passez encore par le super tie-break pour vous qualifier pour votre troisième demi-finale ici. Qui dit demi-finale dit cours central, cours Régnier 3. Alors oui, le country club, c'est votre club, c'est chez vous, mais comment est-ce que on appréhende ce cours central? C'est toujours particulier le cours central. Je l'appréhende de mieux en mieux parce que j'ai joué de plus en plus, mais à chaque fois qu'on y joue, les repères au service sont un peu compliqués. Le cours est beaucoup plus grand, donc moi ce qui me dérange le plus c'est au service. C'est vrai que j'ai du mal à avoir la même vitesse de balle que sur les petits cours et en même temps on a le bras qui tremble un tout petit peu. Voilà, dès qu'on fait une double faute, on sent que dans les tribunes ça parle, ça chuchote un petit peu. Voilà, donc en fait on se sent beaucoup plus observé et on a envie de faire bien les choses. Mais des fois au tennis il faut réussir
à être relâché, et en même temps à faire des bonnes fautes aussi pour laisser partir le bras. Mais voilà, je sais que chaque année, on commence sur le cours du haut, après on passe Ouais. sur le cours numéro 2, maintenant qui s'appelle Elisabeth Anne de Massy. Après, hop, cours des Princes, quart de finale, et à partir de la demi, c'est sur le central. Donc dès que j'arrive avec Marc Maury sur le central, déjà je sens que mon tournoi, il est bon. Durant cette demi face à Harry Eliovara et Henry Paten, vous avez très bien négocié les moments chauds en second notamment 2 balles de 7 dans la deuxième manche. À l'issue de cette rencontre, vous avez déclaré que vous essayez d'être moins dans l'émotion qu'en 2023, année de votre première finale ici. Comment est-ce que ça se matérialise, cette gestion mentale des émotions? Bah, le double, on a beaucoup maintenant. Il y a tout le monde qui joue bien, on analyse tout le monde, donc chacun sait les forces et les faiblesses des autres. Et ça se joue vraiment à pas grand-chose. En plus, avec ce Noad et ce super tie-break, donc c'est beaucoup de gestion d'émotions au final. Donc j'essaye d'apprendre avec le temps et faire les bons choix au bon moment. Et c'est vrai qu'en 2023, on était un peu plus jeune, peu moins expérimenté, et on arrive dans ce super tie-break et vraiment c'était. On n'avait pas les chocottes, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué à gérer. Et après, voilà, c'est vrai que cette attitude aussi que Manu a eue, ça nous a permis de nous libérer, d'extérioriser énormément aussi toute cette frustration et cette tension au final. Et donc de crier aussi, de matérialiser. C'est vrai que moi j'ai des petits trucs quand je sens que je suis tendu, c'est vraiment déjà de crier à la frappe parce que ça permet de respirer, c'est une forme de respiration. Donc ça permet voilà, de se libérer et voilà, d'essayer de penser vraiment à mon geste technique et d'histoire de me rattraper sur ma technique. Et voilà, c'est des petites choses qui sont importantes parce que si on n'a pas quelque chose sur quoi se raccrocher, au final, on se fait un peu manger par la pression et après, on peut plus jouer. Dimanche, pour les finales, on annonçait de la pluie. Exceptionnellement, la finale de simple était avant celle de double. Vous avez donc joué vers 15 heures. Est-ce que ça a perturbé votre préparation ou pas du tout? Non, je me prépare à jouer à l'heure qu'on me dit, mais toute l'année, on sait que c'est toujours un peu particulier. Il y a les matchs avant, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais c'est vrai que j'ai joué 2 fois à 11 heures, c'était assez tôt au final, et c'est exceptionnel qu'ils aient mis la finale en premier, mais ça fait partie de la magie qu'il y a eu cette semaine, parce qu'en plus, en fait, ça se finit et on est le dernier match du tournoi, et après on peut profiter, on peut rester sur le court pendant des heures, on peut aller faire la fête on a fait la fête au beach club, et en fait, tout s'est enchaîné, voilà, et dès qu'on a fini, il a commencé à pleuvoir, c'était parfait, enfin, et alors qu'en 2023, on avait fait la finale en premier. Après, on était sorti du cours et j'avais voulu rejoindre ma famille, mais il y avait encore le simple. Donc en fait, il fallait pas qu'on fasse trop de bruit et c'était un peu compliqué. Donc là, le scénario est vraiment magnifique et même la pluie a pas voulu tomber pendant le match. Donc c'était parfait. On l'a évoqué, vous aviez donc déjà disputé une finale ici, c'était en 2023 avec Sam Weisborn. Vous aviez même obtenu 2 balles de match. Est-ce que vous y avez repensé à cette finale avant d'entrer sur le court dimanche pour affronter Cash et Glasspool? Ouais, j'y ai repensé. En fait, j'y ai pensé depuis que je l'ai perdu, vraiment pendant les 6 mois qui ont suivi cette défaite en 2023, j'y ai pensé tous les jours, que ce soit le soir en m'endormant ou à chaque fois je m'entraînais parce que ouais, je refais toujours les mêmes coups et je me suis dit, ah, j'ai eu les coups droits, je m'en souviens sur les balles de match et je me dis, tiens, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et j'ai beaucoup de regrets en fait sur ces 2 points. Et, euh, et je me suis dit que j'allais jamais arriver à le gagner. Et voilà, j'avais laissé passer une occasion énorme. Donc après là, j'ai pensé à ça pour essayer justement de pas répéter ces erreurs. Et finalement, le match il commence de la même manière. On perd 5-0, ça fait 6-1 en 2 secondes. Et alors que la dernière fois, on avait perdu 6-0. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Et finalement, je pense que Manu aussi m'a aidé. Voilà, ce côté un petit peu fou qu'il a et vraiment expressif nous a vraiment aidé à s'en sortir. Et c'est vrai qu'à 5-0, ce qui est rigolo, c'est quand il va voir il se rapproche du box où il y avait Guillaume et toute notre équipe et il dit là, les gars, ils sont pas prêts à ce qui va se passer. Ils savent pas encore qu'ils vont perdre. Alors qu'on perd 5-0. Et moi, je suis là, je dis, oh, bon, déjà, on va essayer de gagner un jeu pour pas perdre 6-0. Et après, on va essayer de gagner le match. On verra ce qui va se passer. Mais voilà, en fait, ce grain de folie et d'extra confiance aussi, je pense que c'est ça qui nous a fait gagner le tournoi. Et entre vous, vous vous êtes dit quoi à 6-1 après cette perte du premier set?
Ma nuit est très intense, ouais. Donc c'était vachement bien parce que il a ce côté, je le répète, mais voilà, d'extérioriser les choses. Et c'est vrai qu'il m'a regardé. Au final, c'est la première fois que je fais ça avec mon partenaire sur le court. Il m'a vraiment regardé. Il m'a dit, on va le faire ensemble, les yeux dans les yeux comme ça. Et il m'a dit, on va y arriver, on va le faire, on va y arriver. C'est sûr, ça va tourner, tout ça. Et après, il est allé chercher les moindres encouragements des autres. On a vite levé les bras sur n'importe quel point. On a vraiment essayé d'en rajouter beaucoup dans l'attitude pour aussi leur mettre la pression et vraiment nous essayer de prendre possession du cours en fait, que ce soit dans l'attitude et du coup après sur le score. Vous remportez donc cette deuxième manche après avoir sauvé 2 balles de match. Avant ça, dans le tournoi, on l'a dit, vous aviez gagné 2 rencontres au super tie-break. Le super tie-break de cette finale, vous l'abordez comment, avec de la confiance? Non, on peut pas avoir de confiance en abordant un super Terek. Mais moi, quand je suis sur mon banc, je me dis encore un super Terek pour savoir si je vais gagner le tournoi. Bon, après, voilà, j'essaye de switcher, de vite passer dans le présent, mais c'est quand même des moments de pression parce qu'on se dit on va jouer un super Terek pour gagner le Rolex Master et on ne sait pas si on en aura d'autres. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Et voilà, je sais qu'à un moment donné, après, on commence à passer devant. Je me suis dit c'est bien. Et après, on se fait un petit peu remonter. Je sais que je crois que je suis à 6-4. Et là, je fais un lob qui atterrit à 1 centimètre de la ligne. Lui, après, il me fait une balle boisée qui arrive sur la ligne. Ils reviennent à 7 partout. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, c'est contre nous. On va pas y arriver. Et là, j'ai dit, il faut qu'il y ait un signe du destin. Et voilà, 8-8, je sais que je me suis concentré aux choses qui marchent. Et je me suis dit, allez, je me mets très bas au retour. J'avais 2, 3 trucs dans ma tête qui marchaient. Et je me suis dit, allez, on s'engage, on y va à fond. Et hop, mon retour, il est super bien parti. Et après, du coup, on sert pour le match, 9-8, et on finit. Donc, voilà, on s'est quand même raccroché à des choses très techniques qui font qu'on passe pas trop dans l'émotion. Et c'est ce que je disais la dernière fois à la caméra, c'est que voilà, il faut avoir ces petits moments, ces petits points techniques en tête pour pas être dans la réaction et spectateur en fait, du match, quoi. 2 ans donc après avoir perdu en finale en ayant eu des balles de match, vous gagnez ce tournoi en sauvant 2 balles de match en finale. Finalement, est-ce que l'histoire, elle aurait pu être plus belle que celle-là? Non, je pense pas, parce que vraiment, voilà, c'est ce que je disais aussi. En fait, moi, j'ai fait tous les stades du tournoi. J'ai perdu au premier tour, ça, je le fais bien. J'ai perdu au deuxième tour, j'ai perdu en quart de finale avec Benjamin Balleret à l'époque. J'avais fait demi avec Hugo, finale avec Westbourne. Il me manquait que vainqueur, ce qui est évidemment le plus dur. Et là, voilà, c'est fait, quoi. Je n'arrive pas vraiment à y croire que c'est fait parce qu'au final, voilà, ça, on pourra jamais me l'enlever et dans mon palmarès, ce sera exceptionnel. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai souvent dit, c'est ce qui me manquait le plus, c'était d'avoir mon nom sur le Oui, c'est marbre. ça. En plus, ce qui est dur pour moi, c'est que quand j'ai perdu, je prends le marbre, il est devant le café au country. Et moi, je prends mon café le matin et je vois le nom des autres tous les jours. Et ça me le rappelait à chaque fois. Et là, je vais être en paix, enfin, en prenant mon café et Il va être en agréable le café. regarder mon nom sur le marbre. Et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Elle a ressemblé à quoi la soirée de célébration après ce titre? Bon, c'était dans la continuité de ce qui m'arrivait, c'était tout fou parce qu'en fait, il y a tous mes proches, ma famille, les gens du tennis, voilà, le prince, Mélanie. En fait, c'est des gens qui n'ont rien à voir ensemble, qui sont tous réunis. Et c'est un moment exceptionnel. On va au Beach Club en bas, qui était l'extension cette année, qui était exceptionnelle d'ailleurs pour le tournoi. On saute, ils nous font la champagne shower, on saute du plongeoir. Après, on est en peignoir, en train de boire du champagne avec le prince. C'est irrationnel au total. Et c'était magnifique. Après, on a continué la soirée en ville. Et voilà, c'est ce que j'aime aussi avec Monaco. C'est une petite ville et il y a un côté assez fraternel au final. Et c'était tous mes proches ensemble. Et c'est aussi pour ça que je suis fier d'avoir gagné, c'est pour avoir réuni tout le monde et que tout le monde ait pu faire la fête ensemble et à partager autant d'émotions avec tous mes proches. C'était quelque chose d'assez fort. J'ai fait pleurer, j'ai fait un strike, quoi. J'ai fait pleurer.
enfin, on a fait pleurer tout le monde. Le prince a pleuré, Mélanie, mes parents, Guillaume, il était en larmes, ma copine. Voilà, c'est tous mes proches qui pleurent ensemble, donc c'est quelque chose d'assez fort. Vous êtes venu avec le trophée. Vous savez où il va finir? Où est-ce que vous allez le garder? Non, j'en parlais justement. Là, il était sur mon plan de travail dans la cuisine. Mais déjà, je l'ai essuyé ce matin parce qu'il y avait plein de champagne. On a bu du champagne à l'intérieur. Mais non, je sais pas. Je vais essayer de faire quelque chose de spécial parce que voilà, je sais que j'en aurai pas 50. Je vais pas faire une galerie des trophées comme il a Nadal chez lui. Mais j'aimerais le mettre en évidence parce que c'est vrai que c'est une histoire de ma vie, de ma carrière et puis il aura une belle place chez moi. Mais bon, après voilà, les pièces, les murs ne peuvent pas être trop poussés chez moi non plus. Mais je vais essayer de lui faire un bel endroit. Il va y avoir un tatouage également, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'était le pari du début du tournoi. C'est rigolo parce que c'est une personne du staff du country en fait que je vois toute l'année. On était en haut, on regardait le match de Hugo Nice, son premier tour, et moi je jouais le lendemain. Et lui, il a perdu un pari, il s'est fait le tatouage sur le mollet, et avec Mélanie et tous les autres, on l'a vu ça, on a explosé de rire. Et puis c'est parti comme une bêtise. J'ai dit voilà, moi si je gagne le tournoi, je me fais aussi la même chose. Et c'était avant le premier tour. Donc moi, dans ma tête, je me dis bon, de toute façon, je ferai jamais le tatouage. J'ai encore dit un truc en l'air. Et finalement, ça a resté, c'est resté. Et petit à petit, on en parlait. Et voilà. Et du coup, j'ai gagné. Et je pense que je vais le faire. Je vais le faire dans les Il prochains faut le jours. faire. Non, je suis obligé. Voilà, je vais tenir mon engagement et je vais le faire. Et j'avais même essayé de dire à Mélanie que elle aussi, elle devait le faire. Mais là, je crois que j'ai poussé un peu trop loin la plaisanterie. Et je suis pas sûr qu'elle aille jusque là. Mais en tout cas, moi, je vais assumer mes propos et je vais le faire bien volontiers. Ouais. Merci beaucoup Romain d'avoir pris ces quelques minutes pour revenir sur ce tournoi. Merci à toi, merci. Et plein de bonnes choses pour la suite de la saison et on se tient au courant pour le tatouage. Merci beaucoup, ouais. Je donnerai des nouvelles. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.